Merci beaucoup, Christophe Roger de nouveau. Moi, je reviendrai sur ce qu'on appelle diminution du risque, ou en tout cas, moi j'appelle simplement prévention. Je suis médecin, et dans cette faculté de médecine, il faut bien constater que la prévention ne s'enseigne plus en médecine. On ne l'enseigne plus aux infirmiers. On n'enseigne même plus aux ergonomes sur la manière de s'adresser aux personnes chez qui on espère pouvoir influencer l'adhésion ou pas à des mesures, à des pratiques plus favorables à la santé. Tout juste fait-on de l'éducation thérapeutique. Je pense que déjà un premier problème à ce niveau-là, c'est qu'on est quand même beaucoup trop centré sur le diagnostic thérapeutique. Évidemment, quand on dit grave et c'est urgent, on le fait. Mais déjà, faire des diagnostics thérapeutiques, c'est avoir échoué à prévenir. Et on n'enseigne plus la prévention, nulle part. Donc ça, c'est un premier sujet. Pourtant, il existe. Pourtant, on sait, il y a des publications, tellement peu en France. Tellement peu en France, et pour Santé publique France, c'est là en fait, c'était l'institution qui avait en charge de la prévention, elle était si peu sollicitée, François l'a dit, mais il y a des endroits où on apprend. À Londres, à l'école de Londres, sur les Behavior Change Theories, sur la manière de prendre en compte tout ce qu'on sait sur les changements de comportement, parce que dans tous les cas de figure, il s'agit d'adapter son comportement à une situation nouvelle, c'est bien ça, ça existe. Il y a eu quelques articles sur le sujet. Ça, c'est au niveau communautaire, comment le faire. Au niveau individuel, c'est pareil. L'entretien motivationnel, ça s'apprend parfois, c'est si peu répandu, ça ne s'apprend pas systématiquement en médecine ni chez les infirmiers. Donc ça, pour moi, c'est un truc majeur qu'on pourrait faire. Et là-dedans, pourtant, on retrouve tout, ce que vous avez dit. Le fait d'abord de faire l'alliance avec le public ou avec la personne avec qui on va adresser le sujet. Le fait de respecter cette personne-là dans sa dignité, dans sa liberté de ne pas faire ce que nous, on pense être utile pour lui. Je pense que ça, c'est fondamental aussi, quoi. Tout cela, eh bien, je trouve que c'est... Et la co-construction aussi. On n'a pas à délivrer une solution. Quand ça tombe top-down, en réalité, ce qui gêne le plus, moi, j'ai décidé d'aller retourner pour une longue carrière chercheur, d'aller à la médecine du travail pour savoir à la base comment on fait pour faire adhérer les gens et pour améliorer leur situation. Et bien, j'ai changé d'avis, je ne veux plus convaincre. J'essaye de tenter d'entraîner l'adhésion. Rien que ça, déjà dans le discours, ça change tout, quoi. Et bien, les solutions, on ne doit pas leur donner, elles sont à co-construire. Ça peut se faire à l'échelle de l'individu, c'est ce que je fais tous les jours, mais aussi à l'échelle d'une communauté. C'est elle de trouver la solution. Et nous, quand nous savons quelques éléments, le peu qu'on savait au début de la Covid, du sida d'ailleurs, et ensuite, on lui apporte ce que l'on sait, on partage ce que l'on sait. Mais c'est bien aux individus et à la collectivité, à la communauté, de trouver cette solution, de s'adapter. Parce qu'elle sait ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Je travaille longuement en Afrique pour la prévention du paludisme, c'est pareil. Et c'est pareil pour toutes les maladies en général. Donc je voulais dire que s'il y a une première chose que je retiendrai, moi, c'est qu'à l'époque du sida, où c'était vraiment le combat initial, eh bien ça se savait. Et c'est bien les communautés qui ont forgé les manières de faire de la prévention initiale. Mon premier cours de dermatologie sur les IST, sur le sida, c'était au début des années 80. Professeur de dermatologie, je dirais son nom, il disait « Ah ben non, les capotes, c'était un mot peu romantique. » Vous voyez ce que je veux dire? Voilà où on en était, quoi. Et ça, c'est parce qu'il y a eu des actions qui sont faites par la collectivité. Donc je vais juste dire là-dessus, ces points-là, je pense que c'est vraiment important de revenir à la question de prévention et de le traiter comme tel, et vraiment de l'enseigner. Et ça, c'est dans cette institution où nous sommes aujourd'hui. Oui, on peut le faire, mais en France, on ne le fait pas assez, on n'enseigne pas du tout, c'est pas vrai, et on n'en fait pas cette recherche. Je vais dire ça. Merci. Pardon. Oui, Philippe Barrier, philosophe, auteur-réalisateur et malade et patient. C'est-à-dire patient, c'est-à-dire malade pris en charge par un système de soins. Malade depuis 52 ans, diabète, insuffisance rénale chronique, dialyse et transplantation, double transplantation rein-pancréas, donc aujourd'hui immunodéprimé. Donc je suis une personne vulnérable avec une certaine force. J'ai pris la parole il y a maintenant plus de 25 ans, seul, c'est-à-dire pas au nom des diabétiques, pas au nom des insuffisants rénaux, etc., etc. Je suis évidemment extrêmement impressionné par la force du collectif tel qu'elle s'est manifestée historiquement avec les combattants du VIH, mais j'ai jamais voulu me laisser enfermer dans quelque chose qui puisse être considéré comme corporatif, c'est-à-dire on défend notre maladie en quelque sorte, notre communauté de malades. Je suis toujours intervenu en tant que
citoyen d'une problématique de santé. Et je pense que c'est extrêmement important. Une de mes premières interventions que j'ai faites en Suisse à un colloque, c'était l'impatient citoyen. Parce d'abord, j'allais dire, on me traitait de patient. Oui, c'est-à-dire de passif. C'est pourquoi j'ai repris des études et j'ai passé une thèse d'éducation thérapeutique pour avoir une légitimité à prendre la parole que je me suis arrogée tout seul. Alors, ma petite réflexion philosophique sur la question, c'est que, effectivement, c'est un problème de citoyenneté, c'est-à-dire de démocratie. Il me semblait qu'il y avait un constat qui pouvait être fait avec la question de la pandémie, c'est que moi qui suis peut-être à une des extrémités, il y en a d'autres, il y en a des pires que moi, mais de la vulnérabilité, on s'est rendu compte que l'humanité entière était extrêmement vulnérable, puisqu'elle a arrêté son cours par la trouille, en quelque sorte. Et je pense que... Alors là, je serais un peu critique et un peu méchant. C'est-à-dire que la crise de la démocratie sanitaire, c'est une crise de la démocratie, je pense. Parce que le pouvoir politique s'est senti démuni. Il ne voulait surtout pas montrer son indécision, je ne dis pas son incapacité, mais son trouble. Et s'il a retenu une leçon d'ici là, c'est qu'il a eu peur du collectif, précisément, de la force du collectif. Donc il y a eu une réponse militaire. C'est les termes du président. Nous sommes en guerre, et quand on est en guerre, il y a des lois d'exception. Et donc on a été effectivement infantilisé. Et un élan collectif que moi j'espérais en quelque sorte universel, puisque l'humanité s'est rendue compte qu'elle était totalement solidaire de tous ses membres, que ce soit dans le monde, a été empêché en quelque sorte de vivre cette expérience comme une expérience collective. On a subi, on n'obéissait pas, on comprenait pas. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a des réactions totalement irrationnelles, du complotisme, etc., par rapport à la question de la vaccination, parce que les citoyens ont été en quelque sorte défaits de leur citoyenneté pour devenir des petits soldats. Voilà ce que je voulais dire. Barrier, PA2RIERM, vous regardez sur Internet ses livres et vous pourrez vous venir, j'allais dire, de sa pensée très rapidement. Bonsoir, je voulais juste répondre au monsieur qui a parlé tout à l'heure sur la prévention, pour vous rassurer peut-être, j'espère, en vous disant que nous, on est en médecine et il y a plusieurs à l'université Paris-Saclay, et on a des cours qui s'appellent le service sanitaire, qui nous préparent à la prévention et qui nous obligent en 3e année de médecine à faire des actions de prévention. Bon, c'est déjà ça, je sais que c'est peut-être petit, mais bon. Et aussi, je veux pas qu'on oublie après mon intervention, ce qu'a dit le monsieur, parce que je suis totalement d'accord, et je pense que c'est très important, et merci. Vous êtes en DFGSM2, c'est ça? Donc on le fera venir à la prochain séminaire, et va être invité le 3 janvier, parce que je vous ai reconnu derrière votre masque. Du coup, moi aussi, j'étais très d'accord avec monsieur le philosophe juste là, jusqu'au dernier point sur le terme de complotisme. Quand on parle de vaccin, moi je pense que c'est un problème beaucoup plus profond et que c'est pas juste une peur du complotisme, c'est un manque de confiance envers les industries pharmaceutiques, envers l'État. Et les personnes aujourd'hui qui ne veulent pas se vacciner, c'est des personnes qui ont entendu très souvent à la télé des discours très négatifs et aussi des scandales en fait, sanitaires liés à des médicaments, ce genre de choses. Aujourd'hui, aux Antilles, les manifestations qui se passent, il ne faut pas oublier que quand les personnes, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, ne veulent pas se vacciner, c'est aussi parce qu'il y a un contexte de politique coloniale, mais aussi les scandales du chlordécone. J'ai pas envie qu'on utilise le terme complotisme, alors que c'est vraiment en fait juste un manque de confiance envers l'État. Et je trouve que complotisme, ça fait un peu... vous savez pas, vous êtes un peu naïf. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
Merci. Merci. Avant qu'on clôt cette table ronde avec une conclusion de chacun, j'aimerais qu'on a un responsable du groupe Polyhandicap France qui est ici présent. Et par rapport au vécu, puisqu'on a abordé la question de la maladie, la greffe d'organes, enfin tout un ensemble d'éléments, quelle est la perception qu'au groupe Polyhandicap France on a eu de la gestion de cette crise quand on est parent, par exemple, de personnes polyhandicapées? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'effectivement la démocratie sanitaire pourrait demain mieux répondre à des attentes dans un contexte de difficulté? Alors, c'est assez compliqué. Pour le dire trivialement, pour moi, c'est un grand vide. C'est aussi simple que ça. Donc, j'ai un fils qui est polyhandicapé, qui a 21 ans, qui est suivi dans une maison d'accueil spécialisée. Sur la première partie, il était encore dans un établissement enfant, donc on a eu l'opportunité de le récupérer. Donc, il fallait qu'on soit nous-mêmes confinés pour que ça puisse bien se passer. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que pendant cette période, les ARS ont envoyé des documentations aux directeurs d'établissements médico-sociaux pour une application des règles et des préconisations, des documentations de 85 pages pour certaines, à appliquer du jour au lendemain, avec le lendemain ou le surlendemain, d'autres préconisations qu'il fallait mettre en place. Et tout ça sans qu'à aucun moment, bien évidemment, on interroge qui que ce soit dans le monde du polyhandicap. Alors l'association Groupe Polyhandicap France, c'est beaucoup de représentants des familles, mais c'est aussi des conseillers scientifiques. On avait eu parmi nous Elisabeth Zuckman qui avait posé les premières bases de ce qu'était le polyhandicap. Donc, je vous invite aussi à regarder ses travaux, c'est très intéressant. Et donc en termes de démocratie sanitaire, j'ai deux choses à dire. Donc, ce qu'on a vécu pendant le Covid, pas de démocratie, pas de sollicitation et pas de prise en compte de quoi que ce soit, des travaux et des éléments qui remontaient du terrain. Simplement un grand vide, un abandon. Donc ça, c'est mon avis de parent et je le dis, je crois pouvoir le dire au nom du GPF aussi. Et ce que je veux dire en conclusion, c'est que je ne veux pas que le Covid, ce qu'on vit depuis 20 mois, cache la réalité de ce qui se passe dans les établissements médico-sociaux. C'est une catastrophe. La gestion des ressources humaines dans ces établissements, parce que je suis avec des directeurs qui tous les jours me font, en tout cas très régulièrement, me font des retours, des problématiques qui, il y a quelques années, ne posaient pas de soucis en termes de remplacement, deviennent maintenant critiques, au point qu'on appelle des familles pour leur dire on ne peut plus prendre en charge votre enfant, il faut le reprendre les week-ends, on n'a plus la capacité de faire, par manque de personnel, par prise de conscience pour une bonne partie de ce secteur médico-social, d'avoir été les grands oubliés. Des choses sont maintenant en train de se rattraper sur les professions médicales, mais tout ce qui est éducateur est exclu des revalorisations. Or, un éducateur spécialisé, déjà moi je déplore qu'il n'y en ait plus à proprement parler dans les établissements adultes, mais dans les établissements enfants, on les fait fuir. J'étais content d'entendre quelques formes de mobilisation, ce que vous avez vécu, messieurs, dames, et ça me donne des idées, même si la difficulté principale que j'aurai, c'est que, heureusement et hélas, il y a 50 000 personnes polyhandicapées en France, et quand je parle de polyhandicap, je veux bien le définir, il ne s'agit pas de personnes qui ont plusieurs handicaps, il s'agit de personnes qui sont avec une déficience intellectuelle et des difficultés psychomotrices, et après, j'ai apprécié ce qui a été dit en parlant de la prise en compte de la personne et de l'individualisation des choses à faire autour de ça. Donc, pour moi, j'ai appris des choses, donc c'est 3 heures qui sont très, très appréciables, mais il y a encore tellement à faire, et j'ai un sentiment de colère envers les pouvoirs publics, par rapport à des constats, des diagnostics qui sont souvent les bons, des plans d'action qui sont
déterminés et qui vont dans le bon sens, sauf que le plan d'action reste au niveau du plan et que l'action ne vient jamais. Voilà ce que j'ai à dire sur la situation du polyhandicap. Un immense merci de ce témoignage qui avait raison d'être, parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Et je rappelle que sur ces 50 000 personnes en situation de polyhandicap, il y en a à peu près 15 000 qui n'ont aucune solution. C'était la réalité aujourd'hui. Donc c'est des questions de tous les cas que dans notre réflexion sur la démocratie sanitaire et sur les annonces aussi politiques, on va intégrer. Alors je propose, avant de donner la parole à Christian Saoud dans 3 minutes, on fasse juste un petit tour de table, vraiment 2 minutes chacun, sur quels sont les éléments qu'il souhaite partager avec le public en conclusion de cette table ronde. Juste peut-être pour dire, parce que ça, la première chose, la réaction à votre intervention juste avant, c'est qu'on a vraiment besoin de parler, de discuter entre toutes les communautés concernées, en fonction des différents sujets, parce que ce que vous dites c'est, sur le handicap, ça révèle plein de choses avec le VIH. Je pense que voilà, il y a la responsabilité peut-être des pouvoirs publics aussi, c'est de faciliter ça en fait. Et la démocratie sanitaire, c'est ça aussi, c'est de pouvoir. Voilà, c'est faciliter aussi la rencontre et le partage de toutes ces expériences qui permettront ensuite de générer des externalités positives, en tout cas des créations, des innovations. Quoi. Et je crois qu'on est mais c'est un vrai choix de société en fait, de mettre de l'argent là-dedans ou pas. Donc c'est soit on dit, en fait on s'en fout et on ne met pas, mais soit on le fait et je pense que ça veut dire plus de transparence, ça veut dire impliquer tout le monde, ça veut dire prendre du temps, c'est une question de temporalité aussi, donc voilà, je pense il y a une question à se poser, en tout cas globale sur le pouvoir public là-dessus. Pour faire confidence à Camille, la première fois que j'ai rencontré Manuel Coll, puisque la nouvelle génération des parents, en quelque sorte, je me suis dit c'est un militant des années SIDA. Voilà. Et donc je pense que si on tire de cette soirée la possibilité de rencontre entre le groupe Polyhandicap France et Aide, ça sera déjà un bon résultat. François. Oui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, j'ai fait un plaidoyer pour la démocratie sanitaire, la participation citoyenne. Le constat, c'est que on est dans une société qui est quand même basculée dans de plus en plus de technocratie, que le malaise qu'on vient d'entendre sur le handicap et les établissements médico-sociaux, on le sent aussi sur les établissements médicaux, le malaise est réel et on voit bien à quel point à la fois le pouvoir médical, qui est pourtant puissant, et à la fois le pouvoir des patients ne peut rien contre une machine qui avance avec une certaine forme de management moderne et dur. Voilà. Et donc, j'ai envie de conclure en disant il est temps que des débats sur le type de société que l'on a envie puissent revoir le jour pour que la politique puisse voir jour au sens vrai de la politique, c'est-à-dire l'organisation de la société, de la vie de la société au sein de notre pays et des choix politiques que l'on veut avoir en termes de qualité de vie. Cédric. La crise sanitaire a mis en exergue un fort recul sur cette question de démocratie sanitaire. C'est effectivement que je rejoindrai, il faut profiter de l'arrivée des 20 ans, de l'anniversaire de la loi de 2002, pour peut-être remettre cette question de la démocratie sanitaire au cœur des débats et renforcer, et je rejoins Camille, ce qu'elle disait, à un moment donné, c'est aussi qu'est-ce qu'on veut en termes de choix de société et quels moyens on est prêt à mettre collectivement sur la santé, sur l'hôpital, au global. Oui, comme nous l'a dit Jean-François en introduction, il n'ose même plus parler de crise, puisqu'on voit qu'on s'installe dans quelque chose qui se prolonge, premièrement, et deuxièmement, tous les infectiologues vous diront que cette pandémie sera suivie d'autres pandémies, pas forcément avec le même micro-organisme. Et finalement, ce que je voudrais dire, c'est que comme
au moment des années SIDA, les patients et les autres acteurs de santé ont été des réformateurs. C'est le patient réformateur social de Daniel Defer, mais c'est aussi des réformes politiques lourdes, y compris à l'échelon international, qui ont suivi, qui ont découlé de la lutte contre le sida. Il faut probablement aujourd'hui pour répondre aussi un peu à Eric, qu'on retrouve cette fibre révolutionnaire, en quelque sorte, qu'avait déclenché ou qu'avait mobilisé la pandémie de sida à l'occasion de la pandémie de Covid. Je pense aux hôpitaux, tu l'as évoqué François, et à l'évidence, c'est même plus une réforme, c'est presque une révolution, une refondation qu'il faudrait envisager sur le système de santé en France, hôpitaux et hors hôpitaux. Et donc finalement, on se dit qu'il faudrait aussi utiliser ce qui se passe, ou le capitaliser pour modifier, transformer un certain nombre de choses à tous les échelons en réalité, pas simplement forcément à l'échelon local. Et puis la deuxième chose, pour répondre aussi à ce que disait, je crois, Cédric, je rappelle juste cette formule que moi j'aime beaucoup de Fabienne Brugère, pour une démocratie sensible, c'est-à-dire que bien sûr il faut plus de démocratie, mais face à un monde qui aujourd'hui est devenu très très dur, dans les rapports sociaux, dans les rapports politiques, enfin bref, sur les réseaux sociaux, on a tellement envie de retrouver cette notion de care, pas de nudge, hein, de care, et que c'est quelque chose sur lequel il faut certainement travailler. Ce n'est pas simplement une démocratie sanitaire en santé dont on a besoin, c'est une démocratie en santé sensible, soucieuse du care. Voilà, donc je passe la parole à Christine. On va passer de suite, mais je voulais dire, puisque j'ai la chance d'avoir Cécile devant moi, que des aventures aussi des années SIDA, et vous ne pourrez pas la partager avec les gens qui n'ont pas vécu, c'est aussi ces formidables rencontres que ça a rendu possible. Et tout à l'heure, quelqu'un parlait de pluridisciplinarité. En fin de compte, c'était des gens de tous les horizons qui se sont retrouvés avec une urgence à laquelle il fallait faire face en étant inventif, c'est-à-dire il fallait créer la boîte à outils, avec une générosité, avec des passions, pour que c'est aussi un élément important quand on parle de la démocratie aujourd'hui, mais un sens aigu de la démocratie. Et je ne pense pas aujourd'hui, dans le contexte actuel, que les militants, ceux qu'on regrette aujourd'hui, ceux qui sont morts, qui ne sont pas associés à notre réflexion ce soir, auraient accepté ce dont on est les témoins. Et c'est quand même un élément à prendre en compte. Je crois que les valeurs de notre République, elles étaient quand même au cœur des combats et au cœur des engagements. Alors, je donne la parole